Une cliente a un cancer détecté. Où il est son cancer? Elle refuse cancer du sein. Okay. Donc elle refuse la médecine traditionnelle. Donc je lui ai donné là de l'olivie. Combien de temps doit-elle le prendre? Est-ce qu'elle doit faire des pauses ou pas? Alors d'abord, elle n'a pas à refuser une médecine traditionnelle. Ça, il faut faire très attention parce que... C'est un choix personnel. Attends. J'en vois beaucoup qui arrivent avec ce choix personnel. Hein. J'ai décidé que, le temps qu'ils viennent me voir, parce qu'ils disent Joyeux, il a l'esprit ouvert, donc il va me donner quelques conseils nutritionnels et puis c'est fini. Non. Moi, il m'arrive de garder les gens pendant 1 heure dans mon bureau en consultation et j'arrive à convaincre, ou s'il faut, je les revois progressivement. On ne s'amuse pas avec le cancer du sein à faire croire qu'avec de l'huile d'olive, on va guérir. Ça, c'est faux. On ne s'amuse pas avec n'importe quelle tumeur existante à dire on ne fait pas de traitement. Ça veut dire que dans un cas comme celui-là, à moins que vous soyez vous-même cancérologue, vous me l'envoyez. Ça ne lui coûtera que dalle parce qu'elle est prise en charge par la Sécu à 100%. Moi, je n'ai pas de relation financière avec les patients. Vous lui dites, allez voir Joyeux, c'est un clown, il est sympa, il vous fera rigoler, il est joyeux 24 heures sur 24, il est au centre anti-cancer à Montpellier, et moi, j'arriverai à la convaincre. Mais vous ne pouvez pas dire à cette dame, madame, je vous respecte, prenez donc de l'huile d'olive, avec votre question qui est tout à fait juste, combien de temps doit-elle en prendre? Moi je dis non, elle ne doit pas en prendre, elle doit aller voir un cancérologue. Qu'elle en prenne en plus, je suis d'accord, mais bien lui foutre dans le citron qu'elle ne va pas guérir avec de l'huile d'olive, même si elle en prend des tonnes, même si elle se baigne dans l'huile d'olive. Vous voyez? Donc prudence. Parce que le cancer du sein, c'est une saloperie. Nous envoyons actuellement 60 000 nouveaux cas par an. Cancer de la prostate, 70 000 nouveaux cas par an. On a 11 500 femmes qui meurent du cancer du sein tous les ans en France. Hein. Imaginez qu'on ait 11 500 soldats là-bas, au Mali ou je sais où. Vous vous rendez compte ce que ça serait, quoi. Hein. Mais ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas. Or, le cancer du sein, on en connaît les causes. C'est pour ça que j'ai écrit un petit bouquin sur stress et cancer du sein. Un autre qui s'appelle Comment enrayer l'épidémie des cancers du sein. Le cancer de la prostate, même chose. Donc, non, vous ne pouvez pas, quand vous avez des gens qui viennent comme ça, vous ne pouvez pas dire je vais vous dire, madame, combien de temps il faut prendre l'huile d'olive. Là, vous risquez, si vous voulez, de donner un mauvais conseil. Vous dites écoutez, vous me lui donnez mon mail. Parce qu'elle peut être à Lille, je ne sais pas où c'est que vous êtes. Bon, vous lui donnez mon mail et elle m'écrira et je la guiderai. Question suivante. Merci. Question suivante. Oui? Moi, je dirais qu'il faut guérir le cancer avant le cancer. Ça s'appelle prévenir, monsieur. Oui. D'accord? Bien sûr, non, mais ça, on ne prend pas de risque. Non, mais à ce moment-là, vous prévenez. Mais si la dame vient vous voir avec un cancer du sein dont le diagnostic est établi, prudence, quoi. Et personnellement, enfin, moi, j'arrive à voir des gens qui vont dans le chemin du cancer. Oui. Donc, dans exemple. Donc, exemple. je leur tends la perche pour se réformer, quoi. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est le chemin du cancer pour vous? Eh bien, c'est le fumeur. C'est pas que ça, c'est oui. l'alimentation, l'industrie agroalimentaire, c'est pour le pain blanc, pas de fruité. D'accord. Oui, mais là, vous me parlez alors de quelqu'un qui a des comportements, je dirais, de vie qui ne sont pas bons pour sa santé. Et donc, vous dites, il y a un risque de cancer. Je suis d'accord. D'autant que sa maman, son papa, son grand-père, son frère ou son soeur a été atteint. Et vous ne me parlez pas de quelqu'un qui est atteint par le cancer. Il est sur le chemin. Il y a quelquefois des symptômes qui permettent quand même de voir qu'il y a un terrain quand même. Par exemple? Bon, des petits kystes anodins, des petits... Des kystes? Enfin, disons, ça peut être au niveau de la peau, il y a des petites choses. Par exemple. Oui, ça veut dire, par exemple, au niveau de la peau, quand vous avez un grain de beauté noir qui noircit, il faut l'enlever. Il faut l'enlever, pas s'amuser avec ça. Non, mais je comprends, mais je veux dire qu'il y a des... Enfin, moi... Vous êtes naturopathe, vous êtes ostéopathe? Oui, tout à fait, je suis naturo. D'accord, bon, d'abord, c'est pas écrit sur votre front. Ça, mais bon... Oui, mais méfiez-vous quand même. Hein. Non, mais je me méfie, mais disons que quand la pathologie est avérée, il est certain que je ne peux que donner des conseils pour accompagner le... Bien sûr, c'est pour supporter un traitement qui est pas facile. Moi, je vois que quelquefois, il y a des gens qui s'approchent facilement du cancer, et donc j'essaye de les prévenir. Bien sûr, mais ça, je suis d'accord. Mais là, vous êtes dans la prévention, c'est-à-dire pour éviter que... Par exemple, le fumeur, la femme qui fume 10 cigarettes par jour, c'est comme si moi j'en fume 20. Parce que la capacité respiratoire d'une femme, c'est la moitié de celle de l'homme. Hein. C'est comme ça. Bon, c'est pas un problème de discrimination. Hein.
Oui, plus évidemment, les femmes, vous êtes exploitées par les labos avec la pilule à fond la caisse, hein. La C'est sûr. quantité de sucre consommé, par exemple, Oui, des tonnes de confiture le matin, le café. bien sûr, alors qu'il faut prendre du miel. Pas d'exercice. Moi, je prends du chocolat. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le chocolat et le chirurgien. J'ai écrit Les abeilles et le chirurgien, le thym et le chirurgien, le chocolat qui vient de sortir. Je vais écrire le prochain, c'est le boulanger, le chirurgien. Puis il y aura la vache, pas le prisonnier, la vache et le chirurgien. Ensuite, il y aura le sexe et le chirurgien. Ça intéressera beaucoup. Et ensuite, à la fin, il y aura la femme du chirurgien. C'est ma femme qui l'écrira. Mais mes infirmières m'ont dit, non, non, avec votre femme, on va faire les femmes du chirurgien. Madame. Pour les cas de méningiome, donc dans le Méningiome, oui. Là, j'ai une amie qui a eu une opération, donc elle en avait 4. Un Ouais. qui a dû être enlevé, donc opération, 8 heures, etc. Oui. Et sa sœur jumelle en a, du coup, elle a regardé avec IRM, elle en a 6 petits aussi. Quel âge? Donc, elles ont 43 ans. Elles ont pris de l'androcure, donc un traitement hormonal trop longtemps. Voilà, donc elles ont arrêté il y a très peu de temps de ce fait. Et alors, donc, suite à l'opération d'un des 4 méningiome du plus gros, elle en a toujours 3, mon amie. Sa sœur en a 6. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Sa sœur et son petit. Donc, Alors d'abord, premièrement, cherchons la cause. Vous avez dit quelque chose de très important. On les a mis sous androcure. Androcure, c'est quoi? C'est une anti-hormone masculine. C'est-à-dire que c'était des femmes qui probablement avaient des taux de progestérone trop élevés liés à la consommation de progestérone extérieure, exogène à leur corps, c'est souvent estroprogestatif, et elles ont développé quelque chose qui n'est pas très joli chez la femme, ce qu'on appelle parfois une forme d'hirsutisme, hein, au niveau du visage, une voix qui se masculinise un petit peu, parfois des cheveux qui tombent, vous voyez, une espèce de petite alopécie, et donc on donne souvent de l'androcure. Donc ça veut dire que, on sait d'ailleurs que les méningiomes sont hormonodépendants, et en particulier, pour traiter un méningiome inopérable, on donne de l'antiprogestérone. Antiprogestérone. Bon. Donc dans un cas comme celui-là, il faut supprimer même l'androcure, il faut faire changer les habitudes alimentaires en allant plus vers du végétal, sans être un taliban du végétal, hein, c'est-à-dire vers une orientation fortement végétarienne. Et là, l'huile d'olive, c'est du végétal, le vin rouge, c'est du végétal, voyez, et réduire au maximum les produits laitiers et le gluten, c'est-à-dire supprimer pain, pizza, pâtes, viennoiseries, biscuits, supprimer également tous les produits laitiers, je dirais, sans aucune exception. Mais en sachant que ce que vous allez donner, ça va être sur une longue période de temps. Parce que c'est des personnes qui ont 30-35 ans, hein, si j'ai bien compris. 40, oui, c'est jeune quand même. Hein. Bon, et qui ont développé des méningiomes, parfois dans une zone qui peut être au niveau de la méninge inopérable, à une zone qui peut être inopérable, tandis que d'autres zones sont opérables. Donc, elles sont françaises, ces personnes. Vous pouvez donner mon adresse mail. Vous pouvez leur donner. OK? Dysphasie. De quoi? D'une dysphasie. Une dysphasie. Oui. Est-ce que on peut introduire la prise Ça veut dire qu'il y a une souffrance cérébrale. Vous avez dit dysphasie et pas dysphagie, hein? Oui. D'accord. Oui. Ça veut dire qu'il y a une souffrance cérébrale. Toute souffrance cérébrale doit être traitée avec de l'antioxydation, avec une bonne hydratation, ça c'est important. On oublie que la personne âgée, en se déshydratant, parce que monsieur ne veut pas se lever la nuit pour pisser, parce que madame a peur de perdre un peu les urines, ben, les personnes âgées boivent moins. Et en se déshydratant, ils déshydratent évidemment leur cerveau, ils ont une tension qui est plus basse, et ils se retrouvent avec une perte de mémoire. Hein? Si je vous supprime la flotte ou vous fais boire un petit verre d'eau tous les jours, je vais vous abîmer votre hydratation cérébrale. On a besoin d'être hydraté. N'oubliez pas que nous sommes faits pratiquement de 65 à 70% de flotte. Hein. Donc très important qu'on en ait beaucoup. Hein. On passe au suivant. C'est exceptionnel qu'on appelle l'élixir de Grenade. Là encore, pour y croire, il a fallu que je rencontre le docteur Jacob. Il a fallu que je rencontre le spécialiste, que je regarde de près toutes les études scientifiques qui existent sur le sujet, parce que ce n'est pas du jus de grenade. Il faut faire très gaffe, parce que vous avez les Turcs qui nous inondent de jus de grenade à l'heure actuelle, et les gens qui disent, après tout, le jus de grenade au supermarché, ça me coûte, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 3 €, alors que l'élixir de grenade me coûte plus cher, donc ça va faire pareil. Grave erreur. Le jus de grenade, comme le jus d'orange, comme le jus de pomme, comme le jus de ce que vous voudrez, ça vaut que dalle. Il faut manger l'orange,
vous mangez la grenade, vous mangez la pomme, parce que vous avez et le jus, et le fruit, et les fibres, et les vitamines, etc. Donc le jus, d'une manière générale, pour moi, c'est une absurdité, ça aussi, la veille du départ dans l'au-delà. Hein, les gens me disent, ah oui, mais ce matin, j'ai pris mon jus d'orange. Non, moi, j'ai pris mon orange. C'est-à-dire, j'ai mangé l'orange, j'ai eu le jus de l'orange, j'ai eu les fibres de l'orange, j'ai eu l'orange dans son entier, et j'ai pas eu des antioxydants de merde qui sont chez Joker, ou chez Ambroise, ou chez je ne sais qui vous gavent de produits qui nous intoxiquent. Alors, cet élixir de grenade, il est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un concentré effectivement de polyphénol, c'est-à-dire de produits un peu dans le style du resveratrol dont je parlais tout à l'heure au niveau du vin rouge, du Bordeaux ou du Bourgogne. Mais là, c'est un super concentré par une formule chimique qui n'est pas une formule chimique au sens, si vous voulez, de fabrication synthétique par tel ou tel enzyme de ces produits. Non, c'est un concentré dont, j'ai cherché à savoir comment ils arrivent à concentrer, top secret. Bon, ben là, ça fait partie de ce qu'on appelle les secrets industriels. Donc, je ne suis pas capable de vous répondre là-dessus. Et évidemment, ce concentré-là est extrêmement puissant dans sa concentration, puisque c'est un concentré, mais aussi dans son efficacité. Et là, vous allez retrouver l'effet anti-inflammatoire, vous allez retrouver l'effet antioxydant, vous allez retrouver l'effet anti-angiogénique. Mais dans quel cas cela a-t-il été prouvé? Eh bien, si vous prenez les cas de cancer de la prostate, qui sont très faciles à identifier, puisque c'est le PSA. PSA, c'est pas Peugeot Citroën, hein. C'est prostatique spécifique antigène. Aujourd'hui, on voit des cancers de la prostate à 45 ans. Le plus jeune que j'ai vu, il avait 39 ans. Mon collègue qui était en consultation m'appelle. Vous savez, quand on a des cas rares comme ça, on s'appelle les uns les autres. Viens voir, j'ai un cas super, tout ça. Alors, il sort de la salle, il vient me chercher, il me dit, j'ai un cas super, 39 ans, néo de la prostate. Alors, je lui dis, je vais te dire qu'est-ce qu'il fait comme métier. Il me dit, tu le connais? Je dis, non. Mais je vais te dire son métier. Il fait du bodybuilding. Je me dis, merde, mais comment tu le sais? Je ne sais pas. C'est une évidence. S'il a un cancer de la prostate à 39 ans, c'est que ce gars-là, il prend tout simplement du dopage, qui est du dopage hormonal, qui crée de la testostérone en excès. Or, la prostate est très sensible à la testo, puisque quand nous nous construisons à la naissance, on a une prostate qui n'est pas plus gros qu'un petit pois chiche, et puis ensuite, la prostate, ben, elle fait 30 cm3, ça fait à peu près une balle de golf. Et si vous consommez beaucoup de produits laitiers, ben, vous avez une prostate de veau. Donc, non, mais c'est très amusant parce qu'on envoie un appel. Le monsieur, il vient vous voir, il n'arrive pas à pisser, il est gêné, il a la trouille, il a un cancer prostatique, il ne peut plus honorer sa femme, etc., etc. Et alors, vous regardez son échographie prostatique, vous trouvez 100. Bon, je dis, monsieur, vous avez une prostate de veau. Bon, il faut préparer quand même le terrain d'abord. Hein. Bon. Et il se prend ces 3 produits laitiers. Il me dit, mais la télé le dit tous les jours. Mais je dis, voilà, vous faites baiser, vous faites avoir. Non, il ne faut pas suivre. Tous les conseils que vous dites la télé, c'est pour vous enfiler, monsieur. Voilà. Et donc, je vais vous faire régresser votre prostate. Soit, si c'est un cancer avec des rayons, il n'y a pas besoin de vous opérer. On opère en France 22 000 nouveaux cas de cancer de la prostate par an en France. Vous savez combien il faut opérer? Aucun. Alors, on vous dit au robot, je vais vous garder les nerfs, comme ça, la zézette, elle pourra toujours se monter. En réalité, elle ne monte que dalle. Alors il faut du chalice, il faut la piquer, des hématomes, tout ça. Enfin, les types, ils arrivent, c'est effroyable. Bon, donc les femmes se cassent, bien évidemment. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que dans cet élixir de grenade, vous avez un élément qui est extrêmement intéressant, c'est que quelqu'un qui a un taux de PSA élevé, qui n'a pas un cancer prostatique, eh bien, vous allez voir son taux de PSA qui va baisser en l'espace de 6 mois. Il a 6,2, 7,4, il passe à 4 en 6 mois. Seulement en même temps, attention, moi je suis quand même assez rigoureux. Non seulement je leur donne l'élixir de grenade, soit sous forme de granaprosan, 2, 3x2, soit sous la forme d'un petit kir, hein, c'est-à-dire vous mettez la capsule entière, et puis un petit vin blanc là-dessus. Bon, le prendre tous les jours, un petit kir, c'est peut-être un peu beaucoup. Moi je prends un petit kir le dimanche, vous voyez, ma femme prend son petit kir, et moi je prends le mien, elle, ça protège ses seins, et moi ma prostate, voilà. Bon, et donc tout va bien, le taux de PSA, il est nickel. Bon, donc, je reviens. C'est quoi les 2 Le granaprosan. Non, mais 2, c'est quoi? 3 fois 2. 2 gélules, matin, midi, soir. Pas au repas, hein, en dehors des repas.
Donc, bon. Maintenant, il y en a qui n'aiment pas les gélules. Moi, je ne suis pas contre. À ce moment-là, c'est l'élixir sous la forme, tout simplement, du petit bouchon qui est destiné à ça. Bon. C'est ça fait baisser votre taux de PSA. On sait que c'est anti-angiogénique. Et quand vous avez un cancer de la prostate dont le score de Gleason, G-L-E-A-S-O-N, Gleason, est à 3+3, ben c'est un bon pronostic. J'ai eu encore tout à l'heure, avant de partir de Montpellier, un monsieur de l'île de la Réunion. Bon, il a un score 3+3. Le pauvre, il s'est fait opérer de la prostate. Alors, il a été quand même bien opéré parce qu'il ne s'est pas pissé dessus. Mais pour honorer madame, il dit c'est dur, dur, dur. Hein. Non pas que son zizi soit dur, 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 c'est plutôt mou, mou, mou. Mais alors, Cialis, machin, bon, il n'est pas très, très content, le gars. Donc, il s'est fait avoir complètement. Et alors, son taux de PSA qui était tombé à 0,0 quelque chose, il est remonté à 0, je sais plus, 12 ou 13, et on lui propose la radiothérapie. Abusif. Complètement abusif. Là, il y a un radiothérapeute qui veut se faire les machins en or, quoi. Et complètement abusif. Il n'en a pas besoin. Il a besoin de suivre son taux de PSA, et s'il a un taux de doublement, ça s'appelle le nadir, qui double sur une année, à ce moment-là, on verra, on en reparlera. Mais le gars a été opéré pour rien. Donc, le cancer de la prostate, c'est le taux de PSA qu'il faut suivre régulièrement. Moi, je dis au moins à partir de 50 ans, sauf pour les sportifs. Cela, il faut commencer à 35. Parce que la plupart des sportifs ont été dopés. Il faut le savoir, ça. Hein. Je ne parle pas de Armstrong, hein, qui reconnaît qu'il a été dopé alors qu'il a juré sur la tête de toute sa famille qu'il n'était pas dopé, quoi. Ils sont tous dopés. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'au Tour de France, ils ont toujours une vitesse extraordinaire. Hein. Donc, ça n'a pas baissé, les vitesses. Donc, s'ils étaient plus dopés, ça devrait baisser. Ce n'est pas le cas. Bon. Donc, ce qui est certain, c'est que chez l'homme, c'est un sujet majeur parce que nous en avons 70 000 nouveaux cas, ça fait 10 000 morts par an. 10 000 morts par an, c'est beaucoup quand même. Hein. Autant que les 11 500 femmes. Bon, donc, pour moi, l'élixir est intéressant dans le cadre de la prévention des cancers du sein chez les femmes, dans le cadre de la prévention des cancers de la prostate chez l'homme, mais aussi dans le cadre de la prévention des récidives. Parce que le gros problème d'un cancer du sein, quand une femme a été traitée pour un cancer du sein, le risque de récidive, vous savez combien ça dure? Quand est-ce que je peux signer une guérison après un cancer du sein? On vous dit 5 ans, pas vrai. 10 ans, c'est faux. 20 ans, c'est faux. 27. 27. 27 ans pour signer une guérison définitive d'un cancer du sein. Maintenant, si la récidive, comme je l'ai vu, est à 24 ans, pas grave. Parce que on peut considérer que les traitements que nous avons aujourd'hui donnent une sorte de symétrie thérapeutique, de symétrie d'efficacité. Admettons, récidive à 5 ans, je suis sûr que je vais donner 5 ans de vie de plus. Récidive à 10 ans, je vais donner 10 ans de plus. Récidive à 20 ans, je vais donner 20 ans de plus. Donc plus la récidive est tardive, plus je vais avoir cette symétrie thérapeutique et cette symétrie d'efficacité, ce qui est intéressant. Mais il faut le dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles, le cancer du sein, ce n'est pas une bagatelle. Hein. C'est extrêmement sérieux. Surtout quand vous les voyez atteintes à 19, à 20 ans, elles ont bouffé la pilule à 14. Hein. Parce que ça commence comme ça. Et elles commencent à l'école, donnée par l'infirmière, avec la pilule du lendemain, du surlendemain, de la veille du lendemain. Parce que maintenant, on vous dit le mieux, c'est qu'elle apprenne avant de baiser la veille, comme ça, elle prend la veille. On ne sait même pas l'efficacité. Le labo a d'ailleurs l'honnêteté de dire, on ne sait pas quelles ont, on sait l'efficacité, mais on ne sait pas bien quels sont les dangers. Sauf qu'ils viennent de dire, si elle pèse plus de 75 kilos, on trouve des jeunes filles qui sont obèses tellement elles se gavent de yaya. Bon, ils vous disent non, je ne prends pas du yaourt, je prends du fromage blanc. Ben oui, je le vois dans vos fesses, votre fromage blanc. Quand vous alliez une fois par an au McDo, ou une fois dans votre vie, c'est bon, amenez les petits-enfants. Mais c'est dégueulasse. Dégueulasse. Pas s'amuser à ça. Alors allons-y. Est-ce que vous allez dans les collèges et Mais bien sûr. C'est là, Je vais dans les collèges et les lycées, madame, à peu près une fois par semaine, en général le jeudi. à Montpellier, il faut aller. Comment? Non, toute la France. Non, je vais en Suisse, je vais en Italie, je vais dans beaucoup de pays. Non. Je leur parle de SAS, la santé, l'amour et la sexualité. La bouffe, ils s'en foutent, les jeunes. McDo, ils en ont rien à foutre. Par contre, zizi, ça les intéresse. Ah, alors là, je peux vous dire, hein, les garçons, ils ont le zizi en l'air 24 heures sur 24. Et les filles, elles ont le cœur qui palpite. Il m'a dit je t'aime, il m'a dit je t'aime, il m'a dit je t'aime. Elle en a passé 3, elle se demande ce que c'est que l'amour. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle dit, mais ils sont nuls ces mecs, ça a duré 20 secondes. Après, le type, il part en disant je l'ai baisé, et elle pleure. Non, vous comprenez?
Voilà, mais c'est ça aujourd'hui. On n'apprend pas aux jeunes. On pousse les jeunes à la consommation sexuelle parce que vous avez des gens qui les exploitent. Vous savez, j'ai été interviewé 3 fois chez Brigitte Lahaye. Vous voyez qui c'est, Brigitte Lahaye? C'est une copine maintenant. Hein. Alors, elle a peut-être fait du porno, n'empêche qu'elle est devenue saine. Elle ne dit pas trop de conneries, puisque ce qui me plaît avec elle, c'est que je passe en direct. Vous voyez. Et donc, elle me dit, vous pouvez répondre comme vous voulez, vous pouvez me critiquer, vous pouvez aller contre ce que je dis, vous êtes libre de parole. Et ça, c'est rare, hein, sur les radios et les télés, être libre de parole. Donc, j'apprécie beaucoup. Je suis passé 3 fois, et 3 fois, j'ai pété l'audimat. Hein, c'est-à-dire que les gens m'ont... Et quand vous faites péter l'audimat, on vous rappelle. Hein. Voilà. Donc, il faut être un peu croustillant, sans trop, mais on arrive à faire passer des choses. Donc, je vais dans les écoles. Alors, par exemple, dans les CP maternelle supérieure, je leur dis comment on fait les bébés. En général, c'est plutôt dans le ventre de maman, hein, ils le savent. Bon. Ensuite, CE1 et CE2, je leur dis d'abord, qu'est-ce que tu faisais dans le ventre de maman? Ça, c'est les premiers. Hein. Ensuite, CE1, CE2, comment on fait les bébés? En général, il faut un homme et une femme. Hein. Seulement, il y en a qui pensent qu'avec 2 femmes, on peut faire un bébé. Qu'il y a 2 hommes, on peut faire un bébé. Oui, d'accord, mais il faut quand même, au minimum, un spermatoto. Hein. Bon. Bon. Ensuite, les 6e, 5e, les CM1, CM2, je leur fais déjà un peu l'annonce de la puberté. 6e, 5e, c'est quoi la puberté des mecs, c'est quoi la puberté des filles. Je commence par les mecs pour que les filles les respectent et que les filles ensuite soient respectées par les garçons. Ensuite, 4e, 3e, les bouillonnements de l'adolescence. Chez les mecs, entre les jambes. Chez les filles, c'est plutôt par là. Bien que ça commence à stimuler en bas aussi, hein, chez les filles. Hein. Ça fait peur. Hein. Et puis, ensuite, les secondes, premières, terminales, je suis amoureux, tu es amoureuse. Et les grandes écoles, je leur fais l'amour et la responsabilité. Qu'est-ce que c'est qu'être amoureux? Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Ils sont passionnés, hein. Passionnés. On n'a rien à faire passer beaucoup de messages. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est les passer à la télé. Sur Antenne 2, sur TF1, sur machin. Mais bon. Hein? Ben pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas essayé. Moi, je ferai monter l'audimat. Récemment, j'ai un jeune qui m'a dit, est-ce que vous pouvez venir à un café éthique? C'était à Dijon. Bon, j'ai dit quoi? Eh ben, on réunit beaucoup de jeunes et on voudrait avoir beaucoup de jeunes. Ben, j'ai dit, moi, je peux te donner un sujet qui va attirer beaucoup de jeunes. Quel sujet? Ben, tu mets du sexe, du sexe, du sexe et encore du sexe. C'était plein craqué. Il y avait des jeunes partout. Est-ce que je peux vous recommander auprès du lycée de mon fils? Oui, bien sûr. Il est où, votre fils? À Orléans. Il n'y a pas de problème. Mais vous direz au directeur que je veux voir tous les élèves. Et le soir, je veux voir les parents. Parce que le soir, je vais vous donner les questions anonymes qui me sont posées par les jeunes. Ouais, c'est sûr. Vous verrez les questions. Hein. Bon, vous voyez que de l'élixir, on passe au sexe. Hein. Marco, il va dire que je ne suis pas sérieux là. Hein. Bon. Alors, question suivante. Madame. L'hormonothérapie dans le cadre du cancer de la prostate. Alors d'abord, c'est bien de poser la question parce que vous voyez, on trompe les gens en disant hormonothérapie, c'est une anti-hormonothérapie. Et oui, mais on dit hormono. Et pourquoi d'ailleurs dit-on hormono? Parce que quand vous avez une femme qui a un traitement hormonal de la ménopause, vous donnez les hormones, traitement hormonal de la ménopause. Elle fait un cancer du sein, augmentation de 30% des risques de cancer du sein avec le THS. Vous n'allez pas dire à cette femme, je vous donne une anti-hormone, parce qu'elle vous dit, docteur, vous m'avez donné une hormone, et maintenant vous donnez une anti-hormone. Est-ce que l'hormone que vous ne m'avez pas donnée, c'est pas ça qui m'a donné? Bien sûr. Il n'a pas du tout envie d'entendre ce type de questions. Donc, les labos sont extrêmement malins, et les médecins sont inconscients. Aujourd'hui, on utilise le mot risque de grossesse et chance de cancer. Quelles sont les chances de cancer de madame Untel ou de monsieur Untel? Quels sont les risques de grossesse? D'accord? Bon. Alors, le traitement anti-hormonal dans le cadre du cancer de la prostate, c'est un traitement qui est anti-testostérone, soit au niveau direct de la testostérone testiculaire, soit plus haut, en haut, au niveau de la formation de l'hormone qui stimule le testicule, en bloquant au niveau hypophysaire. C'est tout simplement des analogues de la LHRH, et ces analogues, on les appelle énantone, décapeptyle, etc. Vous pouvez donner la dose pour 3 mois, pour 6 mois. Je vais vous donner un exemple très précis, qui est intéressant dans la société d'aujourd'hui. Vous voyez régulièrement un type qui sort de prison, qui était en prison pour pédophilie, il sort et recommence.
Efficacité de la prison, 0. Bon. Vous n'allez pas les laisser à vie en tôle, ça n'a pas de sens. Il suffirait de leur donner un anti-hormone et leur libido est au plancher. Mais on vous dit, ils n'ont pas la liberté. La liberté de quoi? Ils ont la liberté de blesser votre gosse. Ben moi, je pense que s'ils ont la liberté de blesser votre gosse, il faut leur imposer le traitement hormonal. Et on peut le mettre sous la forme d'un implant sous la peau, et vous êtes tranquille. Et ça, c'est parfaitement vérifiable. Par échographie, on a des moyens de suivre les gens d'une manière très simple. Et ça sera fini, le problème sera réglé. Seulement, les juges qui n'y comprennent rien à ce sujet, et les médecins qui, eux, n'osent pas dire la vérité, ils disent « Ah ben non, la liberté, c'est de pouvoir, excusez-moi, bander quand on a envie de bander. » Oui, mais bander, pour aller esquinter nos gosses, moi je réponds « Niet. » Je ne suis pas d'accord. Ce sont des gens qui sont malades. Et manifestement, en prison, ils ne sont pas soignés. D'une part, il faut une peine qui ne sert strictement à rien, sinon à stimuler encore leur libido, parce qu'ils regardent du porno toute la journée en prison. Moi, je suis pour du travail d'intérêt général. C'est-à-dire, la connerie qui a été faite, travail d'intérêt général, quelle que soit la faute qui a été réalisée. Enfin, ça, il faudra du temps pour le dire. Question suivante. En complément, est-ce qu'éventuellement l'élixir de grenade peut Oui. se substituer au traitement anti-hormonal? Se substituer, c'est une autre affaire. En complément, oui, parce que s'il y a des métastases osseuses du cancer prostatique, moi je dis qu'il faut le traitement anti-hormonal. S'il n'y a pas. Bon, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas de raison. Juste une radiothérapie et puis derrière. Oui, alors, il faut se méfier d'une chose, je vais vous dire. C'est que les radiothérapeutes sont un peu manipulés par les endocrinologues ou par le labo qui fait les anti-hormones. C'est-à-dire qu'il vous dit, vous avez une prostate de 100 cm3, grosse prostate. Vous donnez une anti-hormone et votre prostate, elle va fondre en l'espace de 6 mois. C'est vrai. Ça permettra de faire des rayons sur un volume plus petit. D'accord? Bon. Et là, je suis d'accord. Ensuite, je fais les rayons sur le volume plus petit, mais après, je supprime le traitement anti-hormonal, parce que le traitement anti-hormonal, il vous faut la libido par terre. Il n'y a pas de raison de mettre la libido par terre et d'empêcher l'homme d'avoir la possibilité d'avoir des relations amoureuses. Il n'y a pas de raison. Donc là, il y a des abus du côté des laboratoires, parce que, ça coûte cher à la Sécu. Le labo est donc très content parce que c'est remboursé par la Sécu, c'est un problème de cancer. Mais je suis assez d'accord sur le fait que je ne réduirai le traitement anti-hormonal et je donnerai des antioxydants, ou de l'élixir de grenade, du granaprosan, Olivier Plus, etc. Oui, monsieur. Vous privilégiez l'élixir méditerranéen ou l'élixir de grenade? Alors, l'élixir méditerranéen, pour moi, il a une heure. Je le connais depuis très peu de temps, donc je ne le connais pas suffisamment. Simplement, ce que j'ai vu quand même, c'est qu'il y a des extraits de graines de tomates avec du lycopène. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi du resveratrol par l'intermédiaire de la pulpe du raisin, donc ça aussi c'est intéressant. Et vous avez les polyphénols de l'extrait de totem de grenade. Oui, ça paraît extrêmement intéressant. Je n'ai pas vu pour l'instant d'études scientifiques, peut-être qu'elles existent, mais why not? Why not? Oui. Et pour les problèmes de thyroïde pour les femmes de 65 ans, on va dire, j'ai entendu parler d'un déséquilibre T4 ou TH4. C'est T4 et thyréostimuline hormone, TSH. Alors, quand vous avez un problème de thyroïde, c'est malheureusement de plus en plus fréquent, c'est une maladie auto-immune. Ça s'appelle la thyroïdite, inflammation de Hashimoto. Hashimoto, c'est le monsieur qui a trouvé ça. Bon. Alors le problème, c'est que très souvent, l'endocrinologue, il va à fond la caisse, il donne du lévothyrox. Et il donne une dose de 120 à 150 microgrammes, ce qui est l'équivalent de ce que fabrique la thyroïde, donc vous foutez la thyroïde au repos. Si je vous donne 150 mg de lévothyrox, je mets votre thyroïde au repos. Je fais ça pendant 1 an, je vous la mets au repos, je vous la bousille, quoi. Donc je ne suis pas du tout favorable avec des traitements qui sont aussi forts. Je suis plutôt pour changer l'alimentation en prenant plus d'iode, de poissons, de fruits de mer de manière naturelle. Commencer par peut-être 25 microgrammes de lévothyrox, éventuellement aller à 50, puis ensuite essayer de réduire. Mais pas à vie. Vous êtes tous dans des régions françaises, là? Ah, d'accord. Passionnant tout ça. Question suivante. Et les causes de problèmes de thyroïde Alors, les causes de problèmes de thyroïde, mon point de vue, c'est l'excès de produits laitiers. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le lait de la vache de l'hiver n'est pas le lait de la vache de l'été. D'abord, il y a une chose, c'est que quand on va traire la vache, on leur met, on stérilise, entre guillemets,
on aseptise le mamelon, si vous voulez, de la vache qui va être traitée avec de la bétadine. Bétadine, c'est un produit iodé. Donc vous avez des gouttes de bétadine qui tombent dans le lait, premièrement. Et deuxièmement, vous avez beaucoup de vaches laitées qui sont dans les champs, ça c'est bien, donc elles ont tout ce qu'il faut, la bonne herbe et compagnie. Et puis l'hiver, elles sont avec de la paille. Et donc elles sont carencées, ça veut dire qu'on leur apporte des oligo-éléments. On leur apporte des compléments alimentaires dans lesquels on leur apporte de l'iode, soit en excès, soit en non-excès, en insuffisance. Ce qui fait que nous consommons des produits laitiers et qui contiennent des protéines, et ces protéines sont souvent des iodo-binding proteins, sont des transporteurs de l'iode. Soit vous n'en avez pas assez, soit vous en avez assez. Si vous en avez trop, ben vous pouvez créer une thyroïdite avec plutôt une inflammation qui peut donner trop d'hormones thyroïdiennes, ou inversement, une thyroïdite qui va abîmer la thyroïde et qui ne va pas assez fabriquer de T4, de tétraiodothyronine. Donc, c'est un peu les deux. Moi, je pense que les produits laitiers, franchement, il faut garder chèvre et brebis, une portion par jour, ça suffit largement. Le yaya, vous le laissez pour la veille de votre départ dans l'au-delà, donc vous n'en consommez plus. Et puis, il faut le dire aux gens, hein. Il faut le dire aux gens, il faut leur expliquer pourquoi, parce qu'ils ne le mastiquent pas. Nous avons 32 dents. Récemment, je voyais une maman qui me disait, moi, ma fille, elle gobe le yaourt. J'aime beaucoup l'expression, elle gobe. Enfin, maman, un autre, c'est vachement bon. Bien sûr, c'est calculé. C'est calculé, c'est testé par des gosses, c'est testé au niveau du goût, c'est destiné à nous en faire consommer. Bien sûr. Donc là, il faut faire très très attention à ça. Alors, le jour où les facteurs de croissance disparaîtront, ça va venir. Parce que, incontestablement, l'industrie des produits laitiers commence à avoir la trouille. Hein. Ils ont eu une baisse de la consommation de 0,2 ou 0,3%, 0,1 ou 0,2% en baisse, c'est énorme pour eux. Donc, quand ils vont comprendre qu'il faut supprimer les facteurs de croissance, autrefois, votre maman faisait bouillir le lait. Quand on faisait bouillir le lait, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la crème épaisse. Pour faire bouillir, il fallait quoi? 7, 8, 10 minutes pour que ça monte. Aujourd'hui, vous ne faites plus bouillir. Ultra haute température, ça veut dire quoi? 3 à 4 secondes, 135 à 140 degrés. Les facteurs de croissance, vous ne les détruisez pas. Or, les facteurs de croissance, c'est EGF, épidermal gros facteur, TGF, transformé gros facteur, IGF, insuline gros facteur. Ils ont des ponts disulfure. Une molécule de sulfure, une autre. Entre les deux, un pont. Quand vous avez 9 ponts disulfure, comme dans le TGF, eh bien, pour détruire 9 ponts disulfure, croyez-moi, il faut le chauffer, le lait. Alors vous allez me dire, bon, je vais faire bouillir mon lait UHT, trop tard. On pense même qu'en faisant bouillir un lait UHT, on renforce les facteurs de croissance, trop tard. Bon. Donc ça veut dire que nous consommons des facteurs de croissance et nous les connaissons parfaitement. Pourquoi? Parce qu'en cancérologie, quels sont les nouveaux traitements? Ce n'est pas la chimio. C'est fini la chimiothérapie. C'est les antifacteurs de croissance. Et qu'est-ce que c'est les antifacteurs de croissance? C'est tout simplement la formule chimique du facteur de croissance avec les ponts disulfure dont je vous parle, que les chimistes sont arrivés à construire d'une manière artificielle en antifacteurs. Un, on vous en fait bouffer, et deux, si vous avez un cancer, ne vous inquiétez pas, on vous donnera ce qu'il faut. Moi, je veux ni l'un ni l'autre. Quand vous avez un GIST, G-I-S-T, gastro-intestinal stromal tumor, c'est une tumeur qui peut être du volume d'un pamplemousse. J'ai opéré un grand journaliste récemment qui avait ça. Bon, il a fallu l'opérer parce qu'il saignait, mais il était à la ville juive, on lui dit il faut enlever tout l'estomac. Je dis non. On va vous enlever la tumeur, une partie de l'estomac, j'ai enlevé un tiers, peut-être un peu pas, même pas un tiers de son estomac, et puis ensuite je lui ai donné un antifacteur de croissance pour que ça ne revienne pas. Ça doit faire 2 ans, 3 ans, il est guéri pour moi, il n'y a pas de problème. Mais on ne donne plus des chimios. Une femme a un cancer du sein, un homme a un cancer du côlon, on lui donne une chimio. Bon, il devient chauve, alopécie, mais la femme, elle vous dit, mais docteur, ma tumeur, elle est là. Elle n'est pas sur mon cuir chevelu. Pourquoi vous me faites péter les cheveux? Pourquoi vous me faites baisser mes globules blancs alors que j'en ai besoin pour mon système immunitaire? Et que mes globules blancs, ils étaient à 7000, ils tombent à 700. J'ai pas une leucémie. Elle a raison. Et donc la chimiothérapie, c'est un traitement aberrant. Nous sommes en train de vivre la fin des chimiothérapies. Dans 10 ans, il n'y en aura plus. Seulement, il faut finir les médicaments. Moi, je dis qu'il y en a au moins la moitié qui sont abusifs. Hein. Au moins la moitié. Alors, cas par cas. Hein. Il y a des cas où je suis à fond pour. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres où c'est abusif.
Question suivante, monsieur. Qu'est-ce que vous conseillez dans les cas de fibrome? Fibrome? Oui. Non. Quel âge a la personne? 50 ans. Rien faire. Elle va arriver à la ménopause, surtout pas de traitement hormonal substitutif. Ça va se diminuer tout seul, sauf si c'est un gros fibrome. Ça se voit par exemple en Afrique. C'est des femmes qui ont des utérus extrêmement volumineux, des bonnes sœurs par exemple aussi, qui n'ont pas eu d'enfants, qui ont des fibromes extrêmement volumineux, qui appuient sur la vessie, qui appuient sur le rectum. Là, il faut opérer. Ou alors, on n'opère pas, on fait des embolisations, c'est-à-dire qu'on va envoyer des petits caillots, si vous voulez, sur les vaisseaux de l'utérus pour diminuer le volume utérin. Mais à 50 ans, on n'opère pas un fibrome. Non. Madame. J'ai une cliente qui a eu un cancer il y a 2 ans. Et, De quoi? un cancer du sein. Oui. Et elle a toujours son taux de globule. Vous parliez des globules blancs. Elle a toujours son taux qui est très faible. Et elle se demandait quoi prendre. Alors, extrait de propolis. Extrait de propolis, tout simplement, qui va stimuler ces globules blancs. Ça, c'est très intéressant. Et extrait alcoolique, hein, sauf si ça est d'origine musulmane et que pour des raisons, bon, d'accord. Mais sinon, c'est extrait de propolis. Alors, vous avez l'extrait de propolis de Manuka, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à Manuka. Vous trouvez ça chez Paul Énergie. Vous connaissez, à côté d'Agen, remarquable. Voilà, 4 dosettes par jour. Oui, sur un grain de sucre roux, un morceau de sucre roux, ou sur un petit morceau de pain d'épices. Tous les jours. Stimuler l'immunité, oui. Il faut les prendre les moins oxydés possible, c'est clair. C'est-à-dire? Parce que quelquefois, vous savez, c'est la récolte fraîche de propolis. Oui. Il y a des séries qui sont un peu plus foncées que d'autres. Oui. Les moins oxydés sont les plus intéressantes. Moi, vous avez raison. Je fais confiance là-dessus à, comment il s'appelle, à Patrice Percé-Dussert. Il a quitté. Oui, je sais, il a quitté. Mais il a un jeune Nicolas Cardinal qui est très bien. Et quand on est thérapeute, on peut faire des sélections. Oui, oui, tout à fait. Mais voyez, nous avons organisé à Montpellier une journée de l'apiculteur à l'apithérapeute. Et je vais organiser une journée dans chaque région. Apiculteur à apithérapeute. On va le faire dans les Bouches-du-Rhône, en Alsace, en Aquitaine, en Midi-Pyrénées. Il y a déjà 4 régions, mais nous le ferons dans toutes les régions. Vous allez sur mon site, oui. C'est professeur joyeux, professeur-joyeux.com. Monsieur. Chut. Une personne qui a un méningiome à la base du cervelet. Donc on a voulu lui faire des implants radioactifs et elle a refusé et elle va mieux en changeant d'alimentation. Oui, mais c'est bien. Donc surtout supprimer toutes les hormones, éventuellement lui donner de la mifepristone. La mifepristone, c'est une antiprogestérone. Une antiprogestérone, mais ça dépend quel est le volume de son méningiome. Ça comprime la veine, de l'artère un peu. Oui, d'accord. Mais elle n'a pas de gène. Vous dites qu'elle est déjà améliorée par l'alimentation. Et surtout, bien lui faire comprendre que parce qu'elle a consommé de la progestérone en excès. Merci le gynéco. Oui. L'acide phytique dans les céréales, ça représente une difficulté? Les phytates? Non, les phytates, vous savez, vous allez en former si vous ne mastiquez pas suffisamment vos végétaux. C'est-à-dire, vous prenez de la laitue, vous avalez, vous la gobez. Vous prenez des lentilles, vous prenez des pois chiches, vous les avalez trop vite. Et à ce moment-là, vous allez faire des phytates. C'est pour ça que la cuisson à la vapeur douce est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est al dente. Al dente, ça veut dire que c'est craquant, croquant. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Je vais vous donner quelque chose que tous les hommes vont retenir et qui est très intéressant. Une de nos filles, et nous avons 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, et une de nos filles est historienne. Bon, elle est passionnée par son métier, ce qui est normal. Et elle sait que son père et sa mère sont passionnés par la nutrition. Bon. Donc quand elle trouve des choses dans l'histoire qui concernent la nutrition, allô papa. Alors je t'écoute ma fille. Alors elle me dit, papa, est-ce que tu connais ce conte hongrois ou tchécoslovaque par là-bas? Alors moi je pensais qu'elle me parlait d'un conte de Perrault, d'un conte d'Anderson, un truc comme ça. Non, non. Elle me dit, le mari de la comtesse. Ah bon, et alors? Eh bien papa, figure-toi que le mari de la comtesse, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. Oui, en général, quand je dis ça en conférence, il y a une femme qui crie comme il a fait celui-là, quoi. Alors, évidemment, moi, c'était ma question. Comment il a fait pour honorer cette fois, quel âge il avait, etc. Je veux des détails, quoi. Alors, elle me dit, papa, il prenait, lui et elle, des pois chiches al dente. Bon, alors, dans votre région, dans 8 jours, il n'y aura plus un pois chiche. Hein. Alors, les pois chiches al dente, c'est quoi? C'est tout simplement un pois chiche qui est à peine cuit 4 minutes sur le cuve vapeur.
il conserve toutes ces phytohormones. Et les phytohormones, madame, quand elle va consommer les pois chiches al dente, ça va lui chatouiller les ovaires, et monsieur les testicules. Fini le divorce. Vous comprenez? Ça, c'est le meilleur moyen, c'est mieux que la médiation familiale. Pois chiches al dente. Vous y aller. Mais al dente, ça ne veut pas dire trop cuit. Quand vous allez, j'aime beaucoup ces départements qui sont les dom-toms. Il y en a des dom-toms ici? Oui? Vous avez des dom-toms de Guadeloupe, Martinique? Martinique. Bon, Guadeloupe. Alors, vous savez que dans vos départements, j'aime beaucoup la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Vous avez beaucoup de haricots. Bon, on en mange beaucoup, mais vous les faites trop cuire. Vous les faites trop cuire. Alors, je suis allé là-bas avec mon épouse pour leur apprendre, mais c'est pas rentré encore dans la tête. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous les faites trop cuire, eh bien, évidemment, vous allez perdre les phytohormones. Et en perdant les phytohormones, vous allez transformer le haricot d'un sucre complexe en un sucre simple. Et à ce moment-là, ça fait du ballonnement, ça fait une stimulation pancréatique excessive, ça fait une stimulation glucidique excessive, et c'est dommage. Donc je pense que dans ces départements merveilleux, il faut apprendre la cuisson à la vapeur douce, et il faut dire attention, vous cuisez beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Et il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont liés aux problèmes de cuisson. Ça, c'est très important. Donc, quand on ira là-bas, vous avez mon adresse mail, on fera signe. Comment? Oui, alors vous les trempez la veille, pendant que vous faites dodo, vous dormez tranquille, ils bossent, ils vont absorber de l'eau, vous aurez de jolis pois chiches, le lendemain vous les passez à la vapeur douce, je vous dis, c'est un total. Hein. Oui, madame. En plus. Bien sûr, mais ma femme fait pareil. Bien sûr. Et là, c'est la totale, c'est 8 fois, c'est ça? Madame. Dans le cadre d'un cancer du sein. Comment? Dans le cadre d'un cancer du sein. Pas de problème. Qu'il faut éviter les phytohormones. Pas de soja. Mais là, il y a des phytohormones. Oui, mais vous n'avez pas une dose de... Attention, vous avez une dose homéopathique. Hein. Vous avez une dose homéopathique par rapport à la dose de phytoestrogène que vous avez dans du soja. Le soja est totalement contre-indiqué sous quelque forme que ce soit chez une femme qui a été traitée pour un cancer du sein. Ça, c'est sûr. C'est pas toutes les phytohormones. Non, 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 non. Dans le pois chiche et dans les lentilles, dans l'haricot, d'autant plus, madame, que la plupart du temps, ils sont trop cuits. Donc, la plupart du temps, on les bousille. Ce qui est dommage. Alors, je ne vous dirai pas, parce que les hommes à la sortie, je sais, ils viennent me voir en douce, ils me disent, vous en prenez combien, vous, des pois chiches? Bon, 2 fois par semaine, c'est évident. Je n'ai pas dit tous les jours. Je n'ai pas dit repas de midi, repas du soir, petit déjeuner, quoi. Monsieur. Vous parlez de la cuisson. Qu'est-ce que vous pensez des aliments que l'on réchauffe le lendemain? Pas bon. Les restes. Alors, les restes, ma femme a une idée que ma mère faisait, c'est agrémenter avec les restes la soupe. C'est-à-dire, vous allez les mettre dans la soupe, parce que la soupe, c'est pas un sachet qui ressemble à de l'aspirine, et vous faites couler un truc, on vous dit, parce qu'il y a une photo et des poissons, soupe de poisson. Que dalle, ça vaut rien du tout. Donc, vous agrémentez les restes, sans les faire recuire dans l'eau de votre soupe, qui est chaude, évidemment. Et là, vous avez une soupe à boire, et aussi à mastiquer. Hein? Passionnant, hein? C'est ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que vous êtes très branché sur les problèmes de santé sans être nécessairement toubib ou... Bon, vous êtes passionné par la santé, et je pense que le grand public aujourd'hui, moi j'en vois beaucoup, est de plus en plus passionné par la santé. Vous voyez, j'ai fait 2 jours à Montpellier, et puis le 3e jour, c'était dimanche, hier, à 16h, j'avais une conférence dans le cadre de Bioharmonie. Écoutez bien le titre, hein. C'était spiritualité et cancer. 500 personnes. 500 personnes. J'étais sur les... Ils m'ont tenu pendant 2 heures. Ils m'ont pompé la cervelle. Mais c'était passionnant parce qu'il y a eu beaucoup de questions. C'était extrêmement intéressant. À la fois sur la fin de vie et puis est-ce que la spiritualité c'est important, etc. etc. Mais tout ça, c'est vraiment l'être humain. L'être humain, c'est pas simplement un corps et un esprit, un corps et une âme. C'est un corps, ça c'est la machine, c'est la capacité d'intelligence, la réflexion, l'esprit, hein. Puis c'est l'affectif qui est différent, les neurones de l'affectif, hein, ça fait déjà 3 parties, et puis la partie la plus profonde de l'être, la partie la plus spirituelle, qui est difficile à exprimer, et qui se dit en latin anima. Anima, ça anime le tout. Or quand vous coupez l'anima, quand vous êtes dans une société avec le connard qui nous dirige, qui veut absolument laïciser tout, qui veut couper la spiritualité, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait boiter la société. Lui, il boite lui-même,
il n'est pas capable de reconnaître ses enfants auprès de sa femme. Enfin, il en prend une deuxième. Non, c'est effrayant. On ne sait plus où on est. Oui, oui. Non, mais on est dirigé par des nains. Par des nains. Voilà. Et le problème, c'est qu'il faut les changer, donc il y a urgence. Question suivante. Monsieur. VAPOK. VAPOK. Vous mettez en concurrence Vapor et Vitaliseur et vous prenez le moins cher, c'est kiff kiff. Monsieur. J'ai trouvé un équivalent, mais peut-être pas idéal, qui est une espèce de couscoussière qui ressemble au vitaliseur. Tout à fait. Mais je sens que l'acier n'est pas le même, il commence à paraître... Ah oui. Oui, il faut faire attention à soit en aluminium, soit... Bon, l'acier, c'est l'inox. Oui, en inox, c'est l'idéal quand même. Hein. Mais, je vais vous dire, là aussi, il y a un point important, c'est que vous avez... Je me rappelle d'une femme qui après la fête des mères, je lui dis, alors, vous avez eu la fête des mères, c'est bien passé? Elle me dit, oui, mon mari, docteur, il m'a offert un cuve-vapeur à 3 étages. Et ma voisine, elle n'en a qu'un seul. Ça veut dire que sa voisine, elle est aimée 3 fois moins par son mari qu'elle par le sien. Vous voyez, bon. Alors, je dis, madame, pendant les vacances, vous avez 3 petits-enfants qui viennent vous voir. La nuit, vous avez à leur offrir des lits superposés. Ils y sont tous les 3. Il y en a un qui pisse au lit, vous le mettez où? Réfléchis, elle me dit, je mets en bas. Bon, d'accord. Sinon, il arrose ses frangins, d'accord? Eh bien, madame, avec vos 3 étages, le 3, il pisse sur le 2, le 2 sur le 1. Vous comprenez? Parce que quand vous avez la vapeur douce qui monte, si en haut, vous mettez les patates qui ne sont pas bio, les cochonneries de la patate vont tomber sur les carottes qui sont dessous et en bas sur le poulet ou sur le canard. Et donc, c'est pas une bonne chose. Alors elle me dit, d'accord, j'ai compris, mais qu'est-ce que je fais de mes 2 étages? Ben, vous les passez à la voisine. Question suivante. Madame. Vous avez, moi je voudrais savoir ce que vous pensez des fameux métaux lourds, des contaminations au niveau des intestins. Oui, pas bon, pas bon. D'abord, les métaux lourds, quand vous les avez dans du poisson, et nous savons que les poissons dans les mers et dans les océans, ils bouffent des cochonneries. Mais, madame, sachez une chose, c'est que le métal lourd, qu'il soit plomb, arsenic ou autre, mercure, il va être fixé sur du gras. D'accord? Quand vous allez faire cuire votre poisson à la vapeur douce, qu'est-ce qui va se passer? L'oméga 3 du poisson, lui, il est fixé au poisson, à la chair du poisson. Pas de problème, il ne tombe pas au fond du cuve-vapeur. Par contre, le métaux lourd qui est fixé au gras de votre saumon, de votre poisson, quel qu'il soit, vous allez le trouver au fond du cuve-vapeur. Donc, vous pouvez faire consommer du poisson, mais attention, la cuisson doit être... C'est pas la papillote. Vous comprenez? C'est la cuisson à la vapeur douce qui permet justement d'avoir le grillage et au fond l'eau. Amusez-vous à faire la chose suivante. Vous mettez de l'eau propre. Bien. Ensuite, vous faites cuire des patates, des carottes, du poisson, ce que vous voulez. Et puis quand vous avez fait cuire vos aliments, vous allez regarder l'eau. 1, quand vous la regardez, vous voyez du gras. Oui. Et 2, vous la sentez. Sauf si vous avez un début d'Alzheimer. Bon. Mais vous sentez, ça sent pas bon. Et vous dites, pourtant, j'ai mis de l'eau propre. Eh bien, c'est la cochonnerie de votre canard, c'est la cochonnerie de votre poulet, c'est la cochonnerie de vos patates que vous avez mis dans le cuve-vapeur. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez? Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites, très précises là-dessus, madame. Est-ce qu'il faut blanchir 2 minutes à l'eau bouillante, par exemple, des légumes, comme on dit, racines, ou qui peuvent provoquer des fermentations, des ballonnements, même si on va les cuire à la vapeur douce après? Oui. Alors, ma femme vous dira que non. Moi, je crois qu'elle a raison, parce que elle fait cuire directement, après avoir lavé, bien entendu, d'une manière très courte, et surtout, c'est al dente, ça veut dire qu'il faut vraiment le mastiquer. Moi, je me souviens, ma mère, elle faisait du chou-fleur. Mais quand elle faisait du chou-fleur, on le sentait dans tout l'appartement. On arrivait dans la cage d'escalier, on sentait, maman, elle a fait du chou-fleur aujourd'hui. Bon, puis on n'aimait pas le chou-fleur, il fallait se le taper parce qu'il n'y avait que du chou-fleur. Bon. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est que quand ma femme fait du chou-fleur, ça ne sent jamais. Pourquoi? Parce qu'elle fait cuisson à la vapeur douce, al dente, et qu'elle ne se casse pas le bol comme on faisait autrefois. Alors, je ne vais pas reprocher à ma maman d'avoir fait ça, c'était comme ça à l'époque. Mais on a beaucoup progressé dans le domaine de la santé et de la cuisson, monsieur. Alors moi j'explique la chose suivante, quand on fait cuire du chou-fleur excessivement, en fait ça crée de l'oxyde, c'est riche en soufre, Bien. et ça fait oxyde de soufre. Exactement. Et il y a beaucoup d'intolérance à l'oxyde de soufre.
Bien sûr, on le fait sortir et puis là, on a l'odeur. Hein. Et quand, de toute façon, quand l'odeur est trop forte dans la cuisine, les arômes sont sortis de la casserole. Exactement. Et vous avez tout à fait raison. Tout à fait. Et c'est pas la peine de blanchir les légumes. Non, franchement, je pense pas. Hein. Excessif, c'est ce qu'on faisait autrefois. Hein. Ça a beaucoup changé. Quoi. Le prochain livre de mon épouse va s'appeler, il sort en janvier, Je cuisine en chantant pour ma santé. C'est son 3e bouquin. Le premier, c'était Guide pratique de gastronomie familiale. Guide pratique. L'art et le plaisir pour la santé. J'aime beaucoup le titre. Guide pratique de gastronomie familiale, famille, gastronomie, l'art et le plaisir pour la santé. Le deuxième, c'est Tout à la vapeur douce, 100 nouvelles recettes. Et le troisième qui va sortir, et qui est Je cuisine, non, avec ma Mini, puisque c'est son nom de grand-mère, elle s'appelle Christine, non. Nos petits-enfants nous appellent moi Papyri et elle Mamini. Avec ma Mini, je cuisine en chantant pour ma santé. Et il y aura un petit CD de contes et de comptines chantés par des enfants. Tiens, il faut que j'appelle ma femme pour savoir si elle a trouvé. Des contes et des comptines qui sont très sympas, chantés par des enfants entre 4 et 12 ans, sous les airs de Frère Jacques, Au clair de la lune, etc. Des airs que les enfants connaissent, quoi, avec des paroles exprimées un peu comme Brassens, où au moins on comprend ce que l'on dit, quoi. J'ai horreur de ces chansons, on ne comprend que dalle. Moi j'aime bien le Brel, Brassens, Edith Piaf. Ben voilà, je suis parti de l'ancien système, mais au moins on comprenait ce qu'on disait, quoi, ce qu'on écoutait. Une dernière question? Alors vous voyez, oui, allez-y. Pour revenir à la thyroïde de tout à l'heure, est-ce que vous avez entendu parler de la création de foyers ectopiques après l'ablation de la thyroïde? Oui. Ce n'est pas des foyers ectopiques, ce sont des foyers qui existaient déjà, puisque nous avons un goitre, nous avons la possibilité d'avoir des goitres endothoraciques, c'est-à-dire dans le thorax. Et figurez-vous, encore récemment, j'ai opéré une dame qui avait un goitre ovarien. Vous entendez? Ovarien. Vous pouvez avoir des lésions qui sont bénignes, hein, ce n'est pas des cancers. Vous pouvez avoir dans le tissu ovarien, ça c'est un résidu de la génétique, si vous voulez, ce qu'on appelle un goitre ovarien, du tissu thyroïdien dans l'ovaire. C'est rare, mais c'est tout à fait possible. De la même façon que dans un ovaire, vous pouvez trouver ce qu'on appelle une tumeur desmoïde, c'est bénin. On trouve des dents et des cheveux. On peut trouver une dent dans un kyste ovarien et même des cheveux. Dans nos testicules, que dalle. Comment? Ça vient d'un résidu embryologique qui est complexe à expliquer, mais qui est sans danger. Je suis très contente d'entendre ça parce que j'ai une patiente. Oui. Elle s'est fait opérer et ils ont trouvé une dent et des cheveux et elle m'a dit qu'elle s'est fait ensorceler. Oh non, non, non. Alors je vais rassurez-la. Donnez-lui mon mail, il n'a pas du tout été ensorcelé. Elle m'a dit voilà, j'ai pas pu avoir d'enfant, voilà ce qu'on a découvert. Oh non, non, non. Alors elle n'a pas pu avoir d'enfant si c'était dans les 2 ovaires. Ouais. Voilà. Et ça c'est possible. Je vais la rassurer en lui disant que... Ah oui, oui, c'est de l'embryologie pure et simple. Il n'y a pas d'ensorcellement. Dans quelle région vous êtes? Non, non, mais c'est vrai. Non, elle est parisienne. À Paris. Elle est un peu, Oh, mais les Parisiens ont des problèmes. Hein. Alors, elle était persuadée qu'avec son mariage, on ne voulait pas qu'elle essaie. Ah oui, oui, non, non, rien à voir. C'est normal. Alors, voyez là, j'ai ma petite boîte, qu'est-ce que je prends? La propolis. Vous avez entendu que ma voix commence à être un petit peu plus... Bon, voilà, avec la propolis, c'est tranquille. Et puis j'ai même autre chose, si jamais il faut. Où est-ce que je l'ai? Elle est peut-être dans mon manteau. Non, c'est de l'autre côté. C'est de la gomme de propolis pure? Oui, c'est la gomme. Et là, j'ai... Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Chez le Pchit. Excellent aussi. Avant, quand vous démarrez une toute petite angine, vous avez une petite laryngite, la voix qui nasonne, un petit coup de Pchit au fond du gogo, et c'est génial. C'est génial. Propolia. Ouais, il y en a d'autres. Comment? Oui, oui. Monsieur. Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un qui a fait un burn-out? J'ai pas compris votre question. Quelqu'un qui fait un burn-out Oui. professionnel. Il bosse trop. Il bosse trop et le burn-out professionnel, moi j'en ai vu. Hein, j'ai vu. Vous savez que le département du Vaucluse, qui est quand même pas la Sibérie, c'est le département où les médecins se suicident le plus. Je
crois que c'est entre 1997 et 2002, vous avez 50% des morts des médecins dus au suicide. Attention, hein, c'est pas la Sibérie. Hein. Le Vaucluse, c'est quand même la Provence, Côte d'Azur. D'accord, il y a du vent. Enfin, c'est pas Côte d'Azur, mais c'est sympa, quoi. Moitié suicide. Ça veut dire que c'est des gens qui sont mal préparés, qui bossent trop, et qu'il faut éduquer sa clientèle. Vous voyez ? Je pense que les médecins ont un devoir d'éduquer la clientèle, non pas pour augmenter la clientèle, pour maintenir la clientèle et qu'elle vienne moins souvent. Vous voyez ? Donc vous savez qu'autrefois en Chine, on payait les médecins au peu de malades qu'ils avaient. Hein. Ben, moi, je serais sur la paille. Hein. Alors je ne fais pas de clientèle privée. Je suis en centre anticancéreux, ce qui est extrêmement intéressant parce que nous sommes fonctionnaires de l'État. Donc on a un salaire qui est toujours le même et qui n'est pas dépendant du nombre de malades qu'on opère ou du nombre de malades qu'on consulte. Et ça, c'est extrêmement agréable. C'est Madame Touraine, votre patron, alors? Merci, au revoir. Madame, avant madame. Madame? C'est Madame Touraine, votre patron, alors? Non, Madame Touraine, Madame Touraine, il faut qu'elle reste là où elle est. Vivement qu'on la change, quoi. Est-ce que vous avez des expériences avec les champignons thérapeutiques? Je m'en méfie. Ah, dites-moi. Je m'en méfie en ce sens que d'abord, tout ce qui vient de Chine, il faut le laisser aux Chinois. C'est pas nécessairement chinois. Ouais, non, mais d'accord. Mais les petits taquets, machin, tout ça, ouais, il faut faire gaffe parce que vous avez des gens qui vont sur Internet et ils font un peu n'importe quoi. Moi, je suis pour manger des cèpes, je suis pour manger des bons champignons de nos forêts des Pyrénées ou d'ailleurs. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je me méfie de ces champignons qui ont toutes les vertus, si vous voulez, et qui arrivent de tel ou tel endroit. Vous savez qu'à un moment, il y avait eu un champignon dans la région de Nice qui était utilisé chez des femmes qui étaient en surpoids. Et on leur avait dit, avec ça, vous allez retrouver la taille de guêpe. Et elles se sont retrouvées en rein artificiel. Bon, on les a sauvées. Il y en a eu un bon paquet de femmes qui sont passées par là, parce que ce champignon était extrêmement toxique pour le rein. Bon, donc les champignons, d'une manière générale, moi, en dehors de ce que nous mangeons pendant les vacances, ou que nous pouvons avoir dans des restaurants, je m'en méfie.